Le milieu montagnard se caractérise par des contraintes naturelles liées à l'altitude qui vont sélectionner les espèces adaptées. À haute altitude, seules quelques plantes pourront se maintenir, celles qui sont adaptées à un enneigement prolongé, au froid, celles qui sont capables de résister au vent et aux écarts de température importants. Ainsi, le climat est de plus en plus rude au fur et à mesure où on monte avec l'altitude, ce qui va imposer un étagement de la vie. Tout à fait en haut, sur les hauts de versants, alors qu'on est au printemps, la neige est encore omniprésente, donc aucun arbre dans ces conditions ne peut survivre. Il y fait trop froid, l'enneigement est trop prolongé. Un peu plus bas, c'est le pin à crochet qui va pouvoir s'installer dans des conditions un peu moins rudes. Et puis si on va voir encore un peu plus bas, eh bien on va tomber sur le hêtre et le sapin à l'étage montagnard. C'est le sapin qui va s'imposer sur le pin à crochet. Et puis en descendant, les feuillus apparaissent. Et tout à fait en pied de versant, c'est le hêtre qui domine, là où les conditions climatiques sont les plus clémentes. Et bien voilà ce que nous cherchons. L'orchis sureau, qui peut être aussi bien jaune que violet. C'est la première orchidée qui fleurit dès la fonte des neiges. Alors en compagnie de la renoncule des Pyrénées et accompagnée aussi de la fritillère et puis toutes les primevères. Ah, c'est vraiment une très belle fleur. C'est la plus belle des orchidées des Pyrénées. Le sabot de Vénus. Quand on a la chance de le rencontrer, c'est très très rare. Eh bien, c'est un moment inoubliable. Et les Espagnols l'appellent le sabot de la reine. C'est vrai que cette population est en pleine expansion. Parce qu'on s'aperçoit qu'au comptage, le nombre d'individus augmente. Le printemps est déjà bien installé depuis quelques jours. Les premières fleurs sont sorties dans les zones déneigées. Mais au printemps, en haute montagne, on n'est jamais à l'abri d'un accident météorologique. Hier, il neigeait à gros flocons ici à 2000 mètres. Aujourd'hui, c'est grand ciel bleu. Tout a été purgé et la neige est en train de fondre un peu partout. Donc les plantes, elles doivent être capables de supporter ces coups de neige tardifs ou ces gelées tardives. Et elles vont donc utiliser des trucs, alors comme ici, la gentiane du groupe Acol, qui pour résister au froid tardif va inventer des adaptations en fait. Son truc, c'est une fleur articulée, c'est-à-dire que la fleur va s'ouvrir ou se fermer en fonction de la température. Dès que la température descendra ou dès que l'humidité sera trop importante, les pétales de la corolle se refermeront pour protéger le pistil qui est à l'intérieur et les étamines. La couleur des fleurs sur les pelouses d'altitude est toujours très vif. C'est le bleu intense des gentianes, les roses vifs du daphné camélé, une autre plante articulée, la pulsatille printanière, avec tous les poils qu'elle a à la fois sur les pétales, sur les feuilles et même sur la tige. Donc ces poils vont la protéger du froid, du gel et même des ultraviolets qui sont très violents en altitude.
La Ramonde des Pyrénées, c'est une plante qui est endémique des Pyrénées. C'est également un des vestiges les plus anciens de la flore pyrénéenne, puisque c'est une espèce d'origine subtropicale qui vivait ici il y a plus de 60 millions d'années. Pour résister à l'altitude, donc elle a des feuilles bien épaisses déjà et puis très poilues. Elle a des poils également sur toutes ses tiges, sur toutes ses hampes florales. Ici, nous sommes dans une zone de l'habitat permanent de l'ours. Nous sommes dans une forêt de l'étage montagnard, qui est ici séparée par une avalanche très importante. Alors, comme on peut voir, cette avalanche qui tous les ans rabote les versants, les arbres dont elle les coupe régulièrement avec le souffle. La particularité d'une avalanche, c'est de bloquer la croissance des plantes qui sont situées dessous. Alors, quand on regarde, sous mes pieds, il y a beaucoup de neige. C'est incroyable, regardez ça, ça fait plus de 3 mètres de neige qui sont dessous. Et donc, il faudra quand même plus de 15 jours pour qu'elles fondent et qu'elles laissent la place à ces plantes qui attendent que ce soit libre et que le soleil leur permette de pousser. Par contre, sur les flancs, 3 espèces sont en fleurs. Nous allons les voir tout de suite. Voici les 3 espèces que nous avons à l'heure actuelle en fleurs. Le cerfeuil musqué qui sent l'anis de façon remarquable. La gesse jaune qui est une papillonacée. Et le circe-roux qui est une des plantes les plus grandes que nous avons, les plus hautes que nous avons ici dans les Pyrénées. Dans la nature, une plante sur 5 est pollinisée par le vent. Pour les autres, ce sont les insectes qui font le travail, comme pour les lys. Mais il y a aussi également un arbuste ici qui fait partie des arbres de forêt naine. C'est un saule. Et ce saule a la particularité d'avoir un pied mâle, que voici avec les étamines, qui sont encore présentes, tandis qu'ici, dans les 2 autres, les étamines ont disparu. En fait, ce sont les insectes qui les ont récupérés pour les amener et polliniser la plante femelle. Où on peut remarquer qu'ici, on voit bien que la partie pollinisée, la graine est déjà presque à maturité. On est dans des éboulis schisteux très instables, hein, donc tous ces milieux sont très mobiles et très peu de plantes sont capables de supporter cette mobilité permanente des cailloux. Alors parmi les plantes que l'on va trouver dans ces éboulis, eh bien, on a la pensée de la pérouse, qui est une plante endémique des Pyrénées que l'on trouve dans quelques stations des Pyrénées centrales et orientales. Ce que l'on voit ici de la plante, hein, ces tiges aériennes et ces fleurs, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. L'essentiel de la plante est constitué de rameaux souterrains qui courent sous l'éboulis, si bien que là, la partie aérienne peut très bien à un moment donné être recouverte de cailloux, être enfouie sous l'éboulis, peu importe. Le rameau souterrain qu'il y a en dessous continue à vivre, à assurer la survie de l'espèce, et il donnera naissance à un autre bourgeon et la plante réapparaîtra quelques dizaines de centimètres plus loin. Donc c'est vraiment une plante qui est migratrice, qui va être capable de disparaître à un endroit pour réapparaître un peu plus loin et qui est parfaitement adaptée à ces milieux qui sont constamment remaniés.
Ces milieux sont soumis constamment à une érosion. C'est l'érosion en fait par le gel, les alternances gel-dégel qui font exploser véritablement tous les cailloux. Et ces petits cailloux, ces gélifras, issus de l'explosion par le gel, vont ensuite dégringoler par gravité de part et d'autre sur les versants. Donc ici, les plantes, non seulement elles doivent lutter contre l'érosion, contre le remaniement constant au niveau du sol, mais en plus lutter contre les contraintes climatiques qui, à 2800 mètres, sont énormes, tant au niveau température qu'au niveau du vent qui est violent, qu'au niveau de la sécheresse également, parce que les réserves hydriques ici sur ces éboulis sont excessivement faibles. Donc ici, là, un coussinet de silène à caules, en fait, elle est à l'état uniquement de boutons, la floraison est à peine entamée. C'est une plante qui va contribuer à la stabilisation de l'éboulis. Sa forme en coussinet, c'est une grande racine pivotante qui va s'ancrer très profondément dans le sol pour aller chercher la roche stable. Et puis ensuite, la partie aérienne est constituée en fait de tiges ramifiées et ces tiges ont exactement la même croissance, si bien que la calotte est complètement close. Il n'y a pas une tige en fait qui dépasse par rapport à une autre. Mais ça permet de résister au froid intense ici à cette altitude. À l'intérieur d'un coussinet de silène, par une journée d'été comme aujourd'hui, il va faire à l'intérieur 15 jusqu'à 20 degrés en pleine journée, alors que la température de l'air ne dépasse guère quelques 8-10 degrés. Une partie du coussinet peut être recouverte par le mouvement de l'éboulis et la silène va continuer à pousser en fait essentiellement sur la partie aval, sur l'extérieur du coussinet. Donc ça donne un peu ces formes en arc de cercle que l'on trouve un peu disséminées sur tous ces éboulis. Donc là, ce sont vraiment des plantes stabilisatrices. Elles vont contribuer à fixer en fait l'éboulis, à fixer le milieu. Plus bas, on retrouve la silène à caules en fleurs. La silène, tout comme l'Edelweiss ou les gentianes, ont une image fortement associée à la montagne. De même, le lys des Pyrénées ou l'iris sont spécifiques à cette montagne pyrénéenne. Donc toutes ces plantes sont des plantes emblématiques de la montagne pyrénéenne. Elles sont souvent bien connues du public pour leur floraison très spectaculaire et pour les utilisations que l'on peut en faire. En 1994, pour varier mes tournées, j'ai décidé de venir dans ce site que je ne connaissais pas du tout. Et en regardant sur les versants, je me suis aperçu qu'il y avait une plante de couleur violette que je ne connaissais pas. J'ai pris mes jumelles et afin d'en être sûr, il a fallu que je m'approche, mais j'étais persuadé que c'était l'astère des Pyrénées. La station couvre à peu près 5 hectares. Et le nombre de pieds est difficile à estimer, mais c'est plus de 10 000 pieds sûrs. Ici, nous avons les 3 faces de la fleur. Le bouton, la fleur épanouie, et ici, nous avons une fleur qui est déjà beaucoup plus à maturité, puisque les graines commencent à rougir et vont pouvoir être cueillies d'ici 15 jours à 3 semaines. Alors cette prospection me permet d'abord de connaître cette espèce, de la localiser dans les stations, et par la suite de récupérer les graines pour le Conservatoire de botanique de Bagnères, qui fera des essais de production et de conservation pour les utiliser éventuellement si l'espèce venait à disparaître. Les premières neiges arrivées, les plantes vont devoir passer la mauvaise saison. Donc certaines espèces vont passer l'hiver sous la neige, comme le rhododendron,
D'autres, comme le hêtre et le sapin, n'auront d'autre choix que de survivre sur la neige. Mais dans tous les cas, ils adopteront des stratégies adaptées à l'hiver. On est en train de traverser une hêtraie. Ici, cette jeune tige de hêtre a été couchée sous le poids de la neige et qui n'aura de cesse de se redresser pour aller chercher la lumière verticalement. L'arbre arrivé à l'âge adulte gardera cette déformation en crosse, une déformation à la base de son tronc, semi-circulaire. La neige libère le sol par plaques et apparaissent les premières fleurs. Donc ici l'anémone hépatique, qui est une espèce de sous-bois, caractéristique des hêtraies sapinières. Elle va fleurir dès les premiers jours d'avril en fait, et se dépêcher de fleurir avant que les hêtres ne soient couverts de feuilles et que donc la lumière ne soit plus suffisante pour fleurir. Les arbres, pour passer la mauvaise saison, ils sont obligés d'inventer des stratégies. Le hêtre, comme ici, il doit vivre sur la neige. Il va rentrer en dormance. À l'automne, il va perdre toutes ses feuilles. Sa stratégie à lui, c'est d'avoir des petits bourgeons qui sont loin du sol, mais protégés par des écailles. Là, on voit un bourgeon qui est en dormance, qui n'est pas encore réveillé du tout. Donc sous toute cette série d'écailles, on trouve les petites feuilles du hêtre. Et dès que les conditions de température et d'éclairement seront idéales, toutes les feuilles exploseront en même temps. Hop. On retrouve l'anémone hépatique. Il en existe des violettes, des roses quelquefois. C'est exactement la même espèce. Et puis un peu plus loin, on a de jeunes pousses d'élébore. C'est vraiment la plante qui pousse dès la fin janvier dans les fonds de vallée. Donc quand on la voit arriver, c'est vraiment bon signe. C'est le printemps qui arrive. Voilà quelques bouquets de tussilage. On est ici au niveau du cône de déjection d'une avalanche. L'avalanche a un impact énorme sur le milieu. C'est l'érosion qui rajeunit en permanence le milieu. Cette érosion, elle continuera ensuite sur l'aval avec l'eau de fonte au niveau des torrents qui est en partie alimentée par ces cônes d'avalanche. Au niveau des jeunes pins qui sont situés dans l'axe du couloir d'avalanche, on remarque que l'ensemble de leurs branches, l'essentiel de leurs branches sont situées côté aval. Pourquoi ? Puisque côté amont, les bourgeons ont été abîmés par toutes les boules de neige et tous les cailloux qui ont été transportés par l'avalanche et qui sont venus cogner sur ces jeunes troncs. Dans les zones découvertes, l'épaisseur de neige est plus importante, mais ce n'est pas forcément une contrainte pour la végétation. On va faire un trou dans la neige et observer ce qu'il y a en dessous. Donc ici on a à peu près une quarantaine de centimètres d'épaisseur, même un peu plus, 45 jusqu'au sol. Et cette couche de neige va être un véritable isolant thermique. Alors qu'il peut geler à pierre fendre à la surface de la neige, et bien au contact du sol, on aura toujours 0 degré. D'ailleurs la preuve en est, le sol n'est absolument pas gelé. On a un tapis de mousse.
Et en dessous le sol, on peut enfoncer comme il faut, par exemple le manche. Donc les premiers centimètres du sol, et le sol donc n'est pas gelé. Donc la neige va vraiment va être un véritable isolant thermique et permettre ici au rhododendron de ne pas craindre les gelées hivernales. Le rhodo a vraiment besoin d'être protégé en permanence pendant tout l'hiver et jusque très tard dans la saison, il a besoin d'être protégé du gel et notamment ses bourgeons. Il est préparé dès l'automne précédent. Donc quand on va le disséquer, on va trouver les fleurs, les étamines et même le pistil. Là. Donc là, on peut distinguer les différents petits boutons verts qui sont les futures fleurs du rhododendron. Si bien que le rhododendron, on va le trouver avant tout sur les versants nord, sur les flancs qui sont tardivement enneigés. Un peu plus haut en altitude, on pénètre dans la sapinière. On voit ici un bel individu de sapin pectiné ou sapin blanc. Pour le reconnaître, il faut regarder donc les aiguilles qui sont insérées une par une sur les rameaux et dans le même plan, donc selon la forme d'un peigne. Quand on retourne les rameaux, on a 2 liserés blancs sous chaque aiguille, d'où son nom de sapin blanc. Le sapin est un arbre à feuilles persistantes, c'est-à-dire qu'il va conserver ses aiguilles même en plein hiver, et donc il va pouvoir continuer à assimiler en profitant notamment de l'intense réverbération du soleil sur le manteau neigeux. Donc il est en vie ralentie en hiver, mais il continue à assimiler. Les branches des sapins servent aussi de support à toutes sortes de lichens. Ces lichens qui sont signes de bonne qualité de l'atmosphère.